Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Maude Perrin qui est parapentiste. Bonjour Maude. Bonjour Armelle, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ce podcast. Avec grand plaisir parce qu'on n'a pas beaucoup d'invités qui pratiquent les airs comme toi. Et justement, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta vie sportive ? Je pense que, alors oui, parce que le parapente pour moi c'est quand même vraiment une histoire de famille. Quand j'étais petite, on a vécu en Angola de mes 1 à 3 ans. Après on a bougé en Écosse pendant de mes 3 à 7 ans. C'est là que mon père il s'est mis à faire beaucoup de parapente. Enfin surtout les week-ends, on allait souvent en balade et lui il redescendait en volant et nous à pied, donc on le voyait souvent partir voler. Ensuite, on est rentré en France autour de mes 8 ans et je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment eu qu'une hâte, ça a été de voler quand même, ouais. Un peu de suivre cette figure paternelle qui trouve sa liberté là-dedans. Je pense qu'en tant que petite fille, c'est un peu ça nous inspire en tant qu'enfant surtout. Et donc en rentrant en France, en fait, mon père a passé sa qualification biplace quand moi j'avais à peu près 10 ans. J'ai fait mon premier vol avec lui en tandem. Et je pense que là, ça a été un peu le coup de foudre avec le parapente, ouais. J'ai un peu goûté à cet amour un peu pour la liberté. Et j'ai un peu tout de suite accroché. Je voulais en faire toute seule aussi. Après, à 10 ans, c'est quand même jeune. Et mon petit frère aussi, il a eu ce coup de foudre pour le parapente au même âge que moi. Et du coup, bon, vu qu'on était quand même très jeunes, je pense que nos parents, ils ont quand même voulu mettre un cadre à ça parce que ça reste un sport extrême et commencer jeune, ça implique quand même de mettre un cadre. Donc on a dû faire une centaine d'heures de gonflage. Le gonflage, c'est de la pratique au sol en fait avec la voile et apprendre à maîtriser la voile au sol avant d'aller voler, ce qui permet d'être beaucoup plus à l'aise et serein au décollage et à l'atterrissage, qui sont quand même les phases un peu les plus... dès qu'on est proche du sol, c'est là où ça va quand même être le plus dangereux. Et c'est à 14 ans où je fais mon premier vol solo avec mon petit frère en même temps en stage. Et depuis, j'ai jamais décroché en vrai. Alors justement, entre cette première expérience, ces quelques heures, ces centaines d'heures de gonflage, raconte-nous ton parcours entre 14 ans et aujourd'hui le plus haut niveau. Alors, donc je fais mon premier vol à 14 ans avec mon petit frère. À ce moment-là, mon petit frère, lui, il décide de prendre une voie, en fait, d'aller au Pôle Espoir à Font-Romeu, donc pour faire du vol de distance. Donc il fait vraiment un choix dans son parcours de mêler l'école et le parapente en sport-études et en quittant un peu ce système scolaire classique. Moi, à ce moment-là, ça me passe pas du tout par la tête et je suis très scolaire et je suis un cursus académique qui me paraît qui est plus normal, on va dire, dans le référentiel que j'avais. Et en fait, après viennent les études supérieures et je prends je pense une vraie claque de réalité au bout de 2 semaines. En fait, j'étais persuadée de vouloir faire une école d'ingénieur avec une école préparatoire avant. Et en 2 semaines, je me retrouve en prépa, je vole plus et je me heurte en fait à vraiment faire un choix de est-ce que vraiment je veux tout consacrer à l'école et sans voler, et c'était pas possible, c'était impossible. Donc j'ai quitté cette prépa au bout de 2 semaines et j'ai fait le choix de vraiment
de faire du parapente, quoi. Donc là, je prends un cursus un peu plus souple, donc avec une licence, et ça me permet de beaucoup m'entraîner pour aller en compétition. Et c'est là que les titres commencent à arriver. Donc de championne de France. Après l'année 2022, c'est là où je fais les meilleurs titres et les meilleurs classements, où je suis première au classement mondial féminin. Sur le classement mixte, je suis dans le top 10. C'est une grosse année pour moi et je pense que tout roule plutôt bien. Après jusqu'à en fait du coup 2024 où j'ai mon titre de championne du monde. Et je pense qu'il y a eu ce truc où la prépa, je l'ai senti un peu comme une prison et j'ai eu un peu honte de le dire à mes parents, en fait, de leur avouer que finalement, après 3 ans, avoir été convaincue que je voulais faire ça, qu'en fait, non, je voulais faire du parapente, quoi. Les profs, à ce moment-là, me disent que je vais rater ma vie, et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'aime beaucoup cette prise de recul toujours pleine de nuances des enseignants. Est-ce que tu as quelques anecdotes à raconter sur les galères que tu as pu traverser tout au long de ta carrière? Alors oui, ma plus grosse galère, c'est pas vraiment une anecdote, je pense, mais j'ai eu un gros crash en fait en 2023 au Natural Games à Millau. C'est un festival outdoor. J'étais en démonstration, donc j'étais pas en compétition, juste un show quoi. Et en fait, je foire complètement une manœuvre et je me crache. J'ai eu beaucoup de dégâts physiques. Donc j'ai eu tout le bassin cassé. Donc là, j'ai une vingtaine de vis et de plaques dans le bassin. J'ai eu 8 côtes cassées, les apophyses transverses dans le dos aussi, des fractures au niveau du thorax, une fracture. J'ai fait un pneumothorax. Après, j'ai eu des complications avec une embolie pulmonaire, une méningite et une infection du matériel où j'ai dû repasser au bloc. Donc ça a été une très grosse galère, je pense. Ça t'a mis sur la touche combien de temps? Ça m'a mis sur la touche pas si longtemps que ça en fait. J'ai pu revoler après 4 mois. OK. Donc j'ai quand même très vite repris. Après, je pense qu'avec tous ces dégâts déjà physiques, j'ai quand même gardé un peu une naïveté en me disant je vais reprendre, ça va aller bien. C'est comme quand je me suis fait les croisés en 2020. Enfin, assez naïve et ça reste toujours dur d'y repenser. Ce crash, c'était en 2023, ouais. Et ça reste aujourd'hui toujours dur d'y repenser. Je travaille encore dessus. Et en fait, j'ai eu plus de dégâts psychologiques sur, du coup, sur les 2 années qu'on suivi, avec des crises d'angoisse en l'air, être confrontée à beaucoup plus de peur que ce que j'imaginais. Et ça a été plus compliqué que prévu, en tout cas, moi, dans ce que j'ai ressenti, à ce moment-là, ouais. Mais du coup, sur une galère plus légère, quand j'étais petite, je suis allée faire un vol avec mon père à la Meije et il m'avait marché sur le talon et j'ai perdu ma chaussure avant de décoller. Du coup, j'ai appris à faire mes lacets depuis. C'est un peu plus light. Ouais, c'est un peu plus cool, en effet. Est-ce que tu disais que tu travaillais sur le fait d'affronter un peu ces difficultés psychologiques liées à cet accident. Est-ce que ça veut dire que tu te fais accompagner par un coach sportif, par exemple, enfin un coach mental plus que sportif? Oui, alors je voyais une préparatrice mentale. Après, en fait, j'en ai vu une l'année dernière et quand ça allait pas du tout psychologiquement. Et en fait, elle m'a dit: «Maud, là, je veux bien moi te prendre, mais le truc c'est que tu as besoin d'une psychologue et une psychothérapie et tu as besoin de te retrouver en tant que personne et en tant que femme avant parce qu'en tant que sportive, tu vas bien en fait. Et là, dans un premier temps, c'est vraiment en tant que personne que tu as besoin de te retrouver». OK. Donc du coup, tu as conduit les 2 en parallèle ou tu as arrêté l'un pour l'autre? Comment tu as fait ça? J'ai plutôt arrêté l'un pour l'autre et repris là en début de saison avec la préparation mentale. OK. Alors, si on revient, à ton métier de sportif de haut niveau, est-ce qu'il y a des spécificités particulières, en tant que parapentiste? Hem, alors oui, enfin c'est un sport qui demande pas particulièrement d'avoir des gros muscles. Là où en fait, on va vraiment faire la différence, ça va être sur l'engagement, les heures de pratique
la technique, et je pense qu'on passe par beaucoup de frustration parce qu'en fait, un jour, on va réussir une manœuvre et le lendemain, on n'y arrivera plus. 3 jours après, on y arrivera peut-être 2 fois, le lendemain, on n'y arrivera encore plus. Et on passe vraiment par beaucoup de frustration toute la progression, et en fait, ça s'arrête jamais. Donc, faut avoir, je pense, être OK là-dessus. Faut passer énormément d'heures de pratique parce que c'est vraiment là-dessus, c'est très corrélé. Plus tu voles et meilleur t'es. Et en fait, c'est aussi lié à ton niveau d'engagement parce que si à un moment t'arrives pas à te confronter en fait à certains risques, tu vas être plafonné en fait sur ta progression quand même. Je pense que ce qui est bien dans ce sport, c'est qu'on peut en fait entre hommes et femmes se faire concurrence, puisque physiquement, je pense il y a pas cette limite là. Après, je pense que les hommes et les femmes globalement sont pas éduqués de la même manière en fait face à l'engagement. Aujourd'hui, les femmes, elles sont quand même plus frileuses et prennent les choses plus peut-être étape par étape comparé aux hommes. À ce niveau-là, moi, je pense que c'est pas une fatalité et qu'un jour, on pourra, dans un monde idéal, se faire concurrence sur un pied plus d'égalité. J'ai une anecdote comme ça où j'ai passé un tricks qui était assez engagé à un moment, et en fait, j'étais la première femme à le faire, et il y avait à ce moment-là, il y avait peut-être que 10 hommes qui passaient ce tricks, et plus tard, j'entends que plusieurs gars en fait ont osé eux-mêmes aller tenter ce tricks parce qu'ils ont vu qu'une femme l'avait fait sur les réseaux sociaux. Et ça, je me suis dit, mais alors moi, ça ne m'arriverait jamais de penser comme ça, de me dire, ok, parce que un homme a fait ça, je vais pouvoir le faire aussi. En fait, moi, je vais l'évaluer par rapport aux compétences techniques de la personne, mais pas par rapport à son genre, quoi. Donc, je pense qu'on a là-dessus, on a quand même quelques différences sur nos manières de penser, ouais. Alors justement, tu parles de tricks, de ces fameuses figures en vol. Tu es la première femme à passer le stall to infinite et l'infinity tumbling en tandem. Il y a parmi nous des gens qui sont pas avertis sur les différents détails de ces figures. Est-ce que tu peux nous les expliquer comme si on était des enfants de 6 ans? Ouais, bien sûr. Alors le stall to infinite, c'est une figure en fait où on vient décrocher la voile. Donc la voile, elle perd toute sa portance et elle vole plus. Et on cherche un timing assez précis pour où la voile, en fait, on a un regain d'énergie. Et dans ce timing-là, on peut lâcher les commandes et la voile shoot très fort. Et ça nous permet d'être sur une rotation verticale, en fait, au-dessus de la voile. On est propulsé au-dessus de la voile, comme ça, la voile vient sous nous et on est sur une rotation un peu infinie, comme ça, jusqu'à qu'on l'arrête, comme de la corde à sauter un peu. Et ça, c'est du stall to infinite. Donc ça a été inventé il y a pas si longtemps que ça par Theo de Beek. C'est assez engagé parce que on passe d'une phase sans énergie à une phase avec énormément d'énergie dans la voile, et si on a un mauvais timing sur nos commandes, on tombe très facilement dans la voile. Donc ça c'est le risque principal de cette manœuvre-là. Et l'infinity tumbling, c'est cette rotation en fait au-dessus de la voile. C'est juste, il y a plusieurs manières d'entrer, plusieurs manières d'entrer dans ce tricks. Et du coup, j'ai fait ça en tandem avec un copain, c'était il y a 2 ans. C'était assez rigolo d'ailleurs parce que juste avant que je parte sur cette manœuvre, il y a un gars qui me dit: «Non mais Maud, t'auras jamais les bras pour décrocher la voile et sortir de la manœuvre». Et je pense que ça m'a vraiment piqué, donc je suis montée je suis montée faire ce tricks. Ah là là, ils nous piquent ces messieurs. Tu viens de dire que potentiellement tu peux tomber dans la voile ou te prendre dans la voile quand tu fais le stall to infinite. La sanction, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est possible de se récupérer ou non, tu finis au sol quoi qu'il arrive? Si, il y a complètement une possibilité de se récupérer. En fait, on a quand même 2 parachutes de secours. Donc s'il y a un problème avec notre voile principale, notre parapente, on a un premier parachute de secours qu'on ouvre, et si le deuxième galère à s'ouvrir, on peut ouvrir le deuxième. Après, c'est que quand on tombe dans la voile, il y a quand même ce risque d'être vraiment enveloppé dans la voile et de pas réussir à tirer en fait ces parachutes de secours. OK. Et ça veut dire que quand tu fais ce genre de figure pour la toute première fois, est-ce que tu le fais au-dessus de l'eau ou non, c'est pas forcément souhaitable? Ouais, complètement. Si en fonction du risque lié au tricks, en fait, je vais pas m'entraîner au même endroit et pas sur les mêmes périodes. Mais oui, bien sûr, je m'entraîne souvent
sur des nouvelles choses au-dessus de l'eau et avec beaucoup d'altitude et une sécurité bateau en bas. Ok, d'accord. Alors du coup, c'est quoi pour toi le risque? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais finalement, comment tu le définirais? Bah alors le risque, je pense que c'est la base de ma pratique sportive. Enfin, je pense pas qu'il y ait de parapente sans risque et vice versa. On y est confronté quand même tous les jours. Après, pour moi, le risque, ça va être la probabilité qu'il y ait un événement grave qui survienne et associé à ça, l'ampleur de ses conséquences. Et le risque ultime qu'on va avoir en parapente, c'est le risque de mort et de blessures graves. Après, il y a des risques qui sont plus acceptables, je dirais, bon, bah, on se fait une cheville à l'atterrissage ou quoi, on va dire, c'est plus acceptable que de mourir. Je j'imagine quand même. Après, je pense que, il y a vraiment passer par ce processus, en fait, d'analyse du risque, de savoir si j'y vais ou pas. Donc, par exemple, si j'arrive à un décollage en fait, en fonction des conditions météo, de me dire: «OK, là, quel est le risque que les conditions dégénèrent? Est-ce que c'est OK? Est-ce que j'y vais? Quelle protection je mets? Quelle voile? Est-ce que je mets un parachute de secours en plus?» Ça, on va dire, c'est tout un processus d'analyse du risque. Après, ça va plus ou moins vite avec l'expérience. Et je pense le pire, c'est un peu d'oublier, en fait, de passer par ce process de conscience de prise du risque. Moi, sur mon accident, les voyants étaient au rouge, en fait. Je pense que mes signaux internes, ils ont été complètement ignorés. J'ai eu un peu mon intuition qui a été étouffée par une volonté de revanche. Et j'ai eu un contexte à ce moment-là personnel qui était un peu tendu et une relation compliquée avec un sponsor. Et je pense que j'avais un vrai besoin de prouver quelque chose. Et en fait, ça a complètement inhibé les signaux internes qui ont fait que j'ai vraiment pris une mauvaise décision avec tous les voyants, honnêtement, tous les voyants en rouge. Ouais. Ok. Et d'une manière générale, comment est-ce que tu vis le risque? Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite? Au contraire, ça t'inhibe? Et éventuellement, est-ce que ta relation au risque, elle a évolué avant versus après ce très gros accident en 2023? Alors, c'est sûr que ça m'a transformée, oui. Je pense que, en fait, dans ma pratique sportive, il y a ce risque physique que je prépare aujourd'hui, que je prépare en amont, qui est quand même maîtrisé et choisi. En fait, je structure ma pratique en fonction du risque que je vais prendre. Donc, sur certaines périodes, je vais partir, par exemple, en Turquie, en Italie, qui sont des endroits où j'ai beaucoup d'altitude. J'ai l'eau en bas et j'ai le bateau de sécurité en bas. Donc, en fait, ça me permet à ce moment-là de libérer de l'espace dans ma tête qui pourrait être plus focalisé, par exemple, sur mon environnement, le sol et tout l'environnement autour. Donc, je libère un peu tout ça pour être dans cet état un peu de flow, pour faire cette manœuvre qui demande vraiment beaucoup plus de concentration, on va dire, que quand je répète quelque chose que je maîtrise déjà mieux. Donc, je sais qu'aujourd'hui, si je suis sur des spots d'entraînement où il y a des maisons en bas, il y a des arbres, il y a des câbles, je sais que je vais pas pouvoir, en fait, avoir ce niveau d'engagement-là, en tout cas. Aujourd'hui, ma tête, elle bloque. Je pense qu'avant mon accident, j'avais une forme encore d'insouciance à ce niveau-là. Parfois, je pense qu'on se rend pas forcément compte et on n'est pas au contact de nous-mêmes sur certaines choses. Et qu'aujourd'hui, je mets vraiment un cadre en place pour évaluer cette prise de risque et me mettre dans les bonnes conditions pour bien le vivre. Après, ça, c'est vraiment quelque chose que j'anticipe beaucoup. Ce que je fais aussi, je vais avoir ce risque aussi émotionnel, on va dire, lié à ça. Et pour ça, je pense que j'écris aussi. En fait, je veux dire, j'écoute un peu mes peurs, je les écris et je les extériorise pour un peu les digérer, quoi. Je les visualise. Et vu que je pense que j'ai vraiment eu cette phase où j'ai vraiment ignoré tous les signaux faibles, aujourd'hui, je suis suivie aussi par une psychologue qui m'a vraiment permis de revenir un peu au contact de moi et d'être OK de ressentir les choses et de faire les choses pour les bonnes raisons surtout. Donc j'ai écrit aussi pour un peu matérialiser ces peurs et reprendre le contrôle dessus.
Très intéressant. Tu es la première invitée sur cette saison 6 consacrée au risque qui utilise cette technique de l'écrit pour mieux appréhender cette partie-là de son activité. Alors justement, d'une manière générale, il y a le risque que tu prends en parapente, mais il y a aussi des risques que tu peux prendre dans ta vie. Quels sont pour toi les plus gros risques que tu as pris et surtout le plus important, pourquoi est-ce que tu les as pris? Et bah, honnêtement, le plus gros risque que j'ai pris, d'un côté, c'est pour moi, c'était quand même quand j'ai eu cet accident parce que du coup, il y a eu les conséquences les plus graves. Alors, d'un côté, je pense que, en fait, j'ai eu des prises de risques assez similaires à quand j'étais à cet accident. Sauf qu'en fait, à l'accident, il y a vraiment eu tout combiné. Donc, en fait, j'avais un parachute de secours en moins que j'avais enlevé pour les mauvaises raisons. J'ai envoyé un tricks avec une voile qui était neuve, que je maîtrisais pas encore très bien et pas sur ce tricks-là. J'avais trop de choses à me prouver à ce moment-là. J'étais en démonstration, j'aurais pas dû faire des figures engagées, j'aurais dû faire quelque chose en fait beaucoup plus simple. Et en fait, il y a eu un cumul et surtout l'altitude. J'étais très basse en altitude. Donc en fait, tout le cumul, ça a fait un mélange qui était pas du tout cohérent, on va dire. Et je pense que j'ai eu des moments de prise de risque en fait assez similaires à là, mais il y a pas eu tous les éléments qui ont fait qu'il y a eu ce cocktail qui en est arrivé aux conséquences que j'ai subies, quoi. Donc je pense que ça reste quand même le risque le plus important que j'ai pris. Parce qu'en vrai, je l'ai pris quand même consciemment. Je me rappelle pas du tout en fait de l'accident. J'ai décollé et après j'ai un trou noir de 18 heures et je me réveille dans un brancard, donc j'ai pas du tout l'entre-deux, mais de ce que je me reconstruis aujourd'hui, c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Après, un risque dans ma vie, moi, qui m'a paru un très gros risque, ça a été de quitter cette prépa. Mes parents, ça les fait beaucoup rire parce qu'en fait, ils me disent, mais en fait, ce choix-là, tu le fais tous les jours, en continuant à faire ce que t'aimes, à avoir repris à voler après ton accident. Et en fait, pour moi, ça a été le choix, je l'ai fait à ce moment-là, en fait, en quittant cette prépa. J'ai quitté en fait tout ce système et tout ce que la société un peu où elle te dit d'aller pour faire ce que j'avais envie de faire et suivre vraiment la voie que j'avais envie de suivre et ma passion. Et ça, pour moi, ça a été à ce moment-là un très gros risque. Et j'avais peur qu'en fait, effectivement, je rate ma vie. Même quand j'ai eu mon accident, j'ai repensé à ces profs qui m'ont dit, mais Maud, tu vas rater ta vie, quoi. Et je me suis dit, mais non, en fait, tu fais ce que t'aimes quand même, même si bah, j'aurais cassé quand même beaucoup de choses de mon corps. Bah en fait, c'est quand même la voie que j'ai envie de suivre. Alors, certes, c'est la voie que tu as envie de suivre. Cela dit, si tu regardes ton parcours, comme tout le monde, tu as fait des erreurs, des petites erreurs, parfois des plus grosses qui, là, t'ont coûté très cher au niveau capital santé. Mais d'une manière générale, qu'est-ce que tu retiens des erreurs que tu as pu faire? Hem, je pense que, bah, c'était important, en fait, de comprendre la différence entre le risque et l'erreur. Et pour moi, le vrai risque, c'est de pas être aligné, en fait, avec soi-même. C'est là où on vient, en fait, à faire une erreur, en fait. Et c'est cette étape, en fait, quand on est brouillé par l'ego, par son environnement, par les choses autour, qui font qu'on va pas prendre une décision où on est aligné avec nous-mêmes. Et je pense que c'est là, pour moi, où en fait on fait des erreurs et on est obligé de grandir un moment et de passer par ces processus-là, en espérant juste que les conséquences soient pas trop graves. Mais au final, on va faire des erreurs pour apprendre de celles-là et c'est juste la vie, ça, je pense, hein. Et alors, si c'est juste la vie, mais il y a forcément des choses dont tu es fière, des très beaux accomplissements que tu as pu réaliser. Est-ce que tu peux nous parler de certains de ceux-là? Le moment où je suis le plus fière de moi, je pense, c'est quand même le titre de championne du monde, mais pas pour le titre en lui-même. Je pense que ce qui me rend le plus fière, en fait, c'est de regarder en arrière et de me dire: «OK, il s'est passé tout ça, cette dernière année et tu as réussi à revenir quand même. Tu as réussi à revenir» et j'arrivais même avec ce titre-là, j'étais pas contente de moi, je pouvais faire mieux sur plein d'aspects, j'étais déçue sur plein de choses, mais en fait de regarder et de me dire: «OK, en fait, il y a 1 an, tu apprenais à manger, tu apprenais à faire pipi», enfin c'était c'est dramatique en vrai, tu apprends à les choses les plus basiques de la vie
Et en fait, 1 an plus tard, j'arrive quand même à avoir le titre que je veux, à être revenue là où je voulais être. Mais je pense que ça a déclenché en fait un gros travail sur moi et je pense que c'est là où ça m'a le plus transformée en tant que personne. Et je pense que ce titre d'un côté, ça a été très beau parce que je l'ai vécu comme un accomplissement d'un côté et d'un côté bah j'étais quand même déçue de moi et je me suis dit mais là il y a un problème là, en fait là c'est sur toi qu'il faut aller travailler. Du coup ça m'a ouvert beaucoup les portes sur le travail sur soi. Ah, bon, alors finalement, il y a un petit trésor à la sortie. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Parce que mine de rien, revenir d'un accident comme ça, tu l'as dit toi-même, hein, tu réapprends des choses basiques à l'âge adulte. Où est-ce que tu as été puiser ta motivation dans ces moments si difficiles? Alors je pense j'ai eu plusieurs choses. Je pense que je garde toujours en tête de toute façon mon objectif à une certaine échéance. Et du coup, je me rappelle toujours de la sensation que ça me fait d'être déçue de moi-même. Et du coup, je trouve ça extrêmement désagréable et c'est un moteur assez puissant en vrai pour s'obliger à faire les choses qu'on doit faire. Mais c'est vrai il y a 4 ans, du coup, j'ai quand même eu un moment où j'arrivais pas à me cadrer et à être régulière sur ce que j'avais à faire. Et j'ai fait ça alors c'est pas très glamour, hein. J'ai fait un tableau Excel où tous les jours, j'écris ce que je fais et je mets une photo. Et donc, j'ai une page par mois, j'ai mes 12 mois et j'imprime ça chaque année. Donc, j'ai même la période à l'hôpital où je ne fais rien, j'écris tous les jours. Et en fait, ça m'a permis de garder un rituel assez simple qui a été essentiel pour moi. Et ça m'a vraiment permis de prendre du recul, de visualiser ma progression sur l'année et de matérialiser cette régularité-là. Et du coup, ça m'a permis aussi d'être fière de moi. Et là-dessus, au final, c'est vraiment intégré comme une routine et ça fait 4 ans que j'ai tous mes petits calendriers. Donc ça a été un peu des stratégies que j'ai trouvées pour piéger ma tête. Et je pense qu'après, dans les moments vraiment alors difficiles, par exemple l'hôpital, ce qui m'a vraiment fait tenir, je pense, c'est le fait que j'ai eu mon entourage qui a été extrêmement présent pour moi. J'ai eu ma famille, j'ai eu énormément de copains, d'amis, qui sont venus me voir. En fait, du 29 juin au 28 septembre, j'ai pas eu un jour sans visite. Ça a été vraiment, je pense, mon pilier, dans cette période-là, ouais. Ça m'a permis, je pense, de faire face à la solitude beaucoup plus facilement que si vraiment j'avais été seule, ouais. Alors, pendant ce temps-là, ou peut-être avant ou après, je ne sais pas, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Honnêtement, je pense, c'est aller chez un psychologue. Ça a été, je pense, le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Après, on me l'a beaucoup donné et j'ai mis du temps à l'entendre. J'ai mis 1 an et demi, je pense. Bah, après l'accident, j'ai mis 1 an et demi à l'entendre et à faire la démarche. Donc, mais ça m'a vraiment permis de reprendre en fait contact avec mes émotions, de comprendre en fait vraiment la raison du pourquoi je fais ce que je fais, de comprendre là où je cherche un peu une validation extérieure et reprendre le contrôle dessus pour retrouver cette validation plus en interne. Et aujourd'hui, ça me permet vraiment d'être plus libre et en contrôle de là où j'ai envie d'aller, quoi. Et quel conseil est-ce que tu donnerais maintenant que t'es sortie, j'ai envie de dire, de cette période particulièrement sombre, à quelqu'un qui aimerait se lancer, soit dans une aventure, qu'elle soit sportive ou entrepreneuriale ou autre, soit dans un projet pour lequel il percevrait qu'il y a du risque? Oser prendre du risque, déjà. Je pense que c'est vraiment, il faut oser, il faut prendre des risques conscients, faut les évaluer, les peser, décider et éviter d'agir du coup sous pression ou par peur, mais surtout se tromper en vrai, se remettre en question et c'est, en fait, pour moi c'est ça la vie, hein, c'est de se tromper, d'y retourner et c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Surtout apprendre, je pense, apprendre de ses erreurs, grandir et avancer, quoi. Alors, c'est l'une des 2 dernières questions de la fin de ce podcast parce que le temps file. Est-ce que tu sais quelque chose avec une absolue certitude? Alors, absolue certitude, je pense que rien n'est certain pour le coup. Croire qu'on peut tout maîtriser, ça rend plus malheureux qu'autre chose. Et c'est important de laisser place à l'imprévisible.
Et c'est bien d'avoir des convictions, mais une certitude absolue, non. La vie, c'est pas une équation pour le coup. Mais je pense qu'avant, moi, j'avais vraiment une perception assez tranchée, assez noire et blanche dans la vie, quoi. Je pense que quand on est jeune, pour le coup, on a beaucoup de certitudes. Mais en fait, avec le temps, la vie, c'est vraiment des réajustements qui sont constants. C'est important d'être plus souple. Je pense qu'on vit plus heureux en étant un peu plus souple et que comprendre que les choses, elles sont pas vraiment certaines pour le coup. Et ma dernière question, quelle est la question, Maud, que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Ah, ça, c'est une question piège, je sais pas. Parce que je pense on a quand même on a bien balayé le sujet. Je trouve ça super intéressant. Bien. Eh bien, on s'arrêtera là. Et bah, merci beaucoup. En tout cas, je trouve le sujet super intéressant. Eh ben, c'est ton quotidien, en effet. C'est le quotidien de beaucoup de gens, en réalité. Merci beaucoup, Maud Perrin, championne du monde de parapente, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Voici les 5 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que le rapport des hommes et des femmes au risque n'est pas le même et il est hautement lié à notre culture et à notre éducation. Il serait peut-être bien que ce rapport change. Le deuxième point, c'est que l'un des plus grands risques, c'est d'oublier les paramètres autour de soi et d'ignorer ses signaux internes. Le troisième point, c'est que pour appréhender le risque, l'astuce de Maud Perrin, c'est de visualiser et écrire pour prendre du recul. Le quatrième point, être déçu de soi-même est l'un des moteurs les plus puissants de la motivation. Dans les moments difficiles, notez vos accomplissements et appuyez-vous sur ce sentiment puissant pour vous rebooster. Le dernier point, c'est qu'il faut oser prendre des risques en conscience, se remettre en question, se tromper, y retourner et apprendre pour progresser. Et enfin, la punchline de l'épisode qui, je pense, ne plaira pas forcément à tous les profs de maths et de physique de France et de Navarre, c'est que la vie n'est pas une équation. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.